Et sur ce, je vais spoiler. Alors, qu'est-ce que les honorés matriarches nous cachaient ? Eh bien, sachez que les honorés matriarches sont capables de contrôler les gens via le sexe. Et en gros, je me suis retenue de vous en parler, mais je pense que je vais passer l'essentiel de mon spoil sur ça. Du coup, un des thèmes principaux de ce livre, qui pour le coup n'était pas là avant, c'est le sexe, parce que les honorés matriarches donc se servent de ça pour contrôler les mecs, et en fait du coup ça fait que les mecs sont leurs esclaves comme ils seraient l'esclave d'une drogue, donc généralement ils les détestent, mais ils sont obligés de leur obéir parce que sinon ils seraient en manque. Du coup les Bene Gesserit disent qu'elles pourraient faire ça, elles en ont le pouvoir techniquement, elles aussi elles connaissent tous les trucs sexuels qui rendent les mecs ouf, elles savent manipuler leurs muscles au moindre détail près et donc elles sont capables de rendre les mecs dingues, etc. si elles veulent, mais elles le font très rarement, elles le feront peut-être une fois de temps en temps pour manipuler une personne précise et justement Lucille a reçu l'ordre de le faire sur Duncan, mais en temps normal elles le font pas parce qu'elles considèrent que si elles se mettent à faire ça, le monde va se mettre à les haïr et à chercher à les détruire et elles vont provoquer leur propre destruction en fait. Donc, elles considèrent que les honorées matriarches sont stupides, et en même temps très dangereuses, parce qu'en faisant ça, elles peuvent complètement détruire le monde et tout exploser, etc. Enfin, elles sont complètement sans scrupules, les honorées matriarches, donc elles peuvent faire des énormes dégâts, mais vu ce qu'elles font, à terme, elles sont vouées à l'autodestruction. Et ça, c'est pas faux. Elles se construisent un peu comme des parasites, quoi. Elles vivent au détriment des hommes, du coup, si elles les rendent tous en esclavage, au final, il va rester plus que ceux qui leur résistent. Et ceux qui leur résistent, tôt ou tard, vont bien finir par y mettre fin, même si ça peut durer longtemps. C'est toujours pareil, hein. Encore une fois, quand on détruit tout, sauf une chose, c'est forcément la chose qu'on laisse qui va provoquer notre propre destruction. Donc, par définition, ce qu'elles font va les détruire. Ça pourrait prendre du temps, et ça pourrait faire de gros dégâts, donc les Bene Gesserit veulent les arrêter. Évidemment, elles les détestent en partie parce qu'elles connaissent cette méthode et qu'elles n'ont pas la connerie d'utiliser. Donc ça les met en colère que quelqu'un le fasse. Dans le même délire, la danse, il y a beaucoup de choses du coup qui vont, au final la révélation ça va être en rapport avec le sexe. La fameuse danse que pratiquaient les Rakiens, qui est un vestige du Sienok, au final Audrad et d'autres vont se dire que c'est quelque chose qui canalise aussi la même énergie que l'énergie sexuelle, et que ça ressemble à ce que font les honorés matriarches qui couchent avec les mecs pour les contrôler, etc. Dans le côté... il y a un rythme, mais sur le très long terme, et ça fait des figures, et c'est pas prévisible, et en même temps, il y a quelque chose d'hypnotique, et tout ça, et c'est quelque chose d'instinctif, et tout. Donc c'est très abstrait, c'est très poétique, et en même temps, ça revient à des choses assez terre-à-terre. Il y a tout un délire aussi autour de la procréation, et les instincts, entre guillemets, qui sont en nous pour maintenir les pulsions de procréation. D'ailleurs, c'est pareil, Audrad, par rapport à l'amour, où on lui dit l'amour c'est bien et c'est pas bien. En gros, les Bene Gesserit éliminent pas l'amour, parce que c'est nécessaire pour la procréation, mais ça les fait chier, et en elles ont appris à le contrôler, le réfréner, etc. Donc c'est une force, encore une fois, paradoxale pour les Bene Gesserit. Donc il y a plein de questions philosophiques intéressantes par rapport à ça, mais moi j'aime pas trop... ni ce que ça dit, ni les conséquences qu'on en tire, enfin, il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça. Je suis pas sûre d'être capable de dire ce que c'est, mais je vais réfléchir en direct avec vous là en parlant. Je sais pas si j'aboutirai à quelque chose, hein. Je suis dans le plus grand suspense de moi-même. C'est comme ce livre, on sait pas trop où on va, et à la fin on verra s'il y a des révélations d'Ouf Guedin ou si on reste dans le flou. Et Duncan c'est pareil, en fait le truc que les Tleilaxu lui ont mis et où on savait pas ce que c'était, c'est que lui aussi, en fait c'est le seul mâle qui a le pouvoir de rendre les femelles dingues et de les rendre addictes aussi à lui via le sexe. Donc en gros, quand une imprégnatrice, donc une Bene Gesserit qui était censée l'imprégner, donc le rendre addict à elle pour le manipuler, lui il était censé lui retourner le compliment et la tuer. Donc je vois pas à quoi ça sert de la rendre addict si c'est pour la tuer. Enfin, c'était probablement juste pour la rendre vulnérable et pour pouvoir la tuer, parce que sinon elle aurait pas été tuable. Je trouve ça quand même un petit peu décevant. En tout cas, c'est ça qui était prévu. Au final, il va coucher avec une honorée matriarche parce que les honorées matriarches vont arriver à le capturer. Donc ça va se faire entre une honorée matriarche et lui et pas avec Lucille. Ce qui est sûrement pas plus mal pour Lucille.
mais elle aurait quand même voulu que ce soit avec elle parce que c'est la mission qu'elle avait eue. Et Duncan, il a réussi à résister et à pas coucher avec elle, etc. Alors bon, il y a tout un délire, comme je vous disais, on est principalement du point de vue des Bene Gesserit, et donc à chaque fois elle parle du sexe comme d'un truc qui exerce à la fois une espèce d'attraction sur elle, mais où il faut s'en méfier, il faut se canaliser dedans parce qu'il faut pas être frustré, sinon ça se retourne contre nous, donc il faut se défouler, tout ça, mais en même temps il faut pas trop y attacher d'importance. Enfin, en gros, elles essayent de passer leur vie à désamorcer le truc, mais elles y ont l'air vachement sensibles. Du coup, on nous dit, voilà, genre il y a des mâles qui sont sur leur planète, qui sont là exprès pour ça, pour qu'elles couchent avec, pour se faire plaisir, pour se défouler, pour que leur pulsion sexuelle les dérange pas. De la manière dont elles disent les mâles, etc., et même en parlant à certains mecs où elles font bah c'est bon, c'est qu'un mâle, machin, je trouve ça assez désagréable, parce que j'aime pas quand les mecs le font envers les filles, j'aime pas non plus quand les filles le font envers les mecs. Je trouve ça bizarre en fait de parler du sexe opposé comme si c'était une créature inférieure. Donc j'aime pas trop, ça me met plutôt mal à l'aise, et j'aime pas parce que voilà, c'est un mec qui écrit des filles et qui s'imagine leur point de vue et qui les fasse être comme ça, moi ça me dérange. En tant que fille, je me dis non, j'ai pas envie d'être comme ça. Bah voilà, il y a des mecs qui ont la connerie entre guillemets d'être comme ça, il y a sûrement des féministes extrêmes connes qui sont comme ça aussi, mais moi je considère que c'est nul, j'ai pas envie quoi, non. Donc ça m'a dérangé, et pareil, tout ce qui est lié au sexe, quand même on nous en parle comme si le sexe c'était un truc complètement dingue, une espèce de drogue qui affecte directement le cerveau. Voilà, les mecs, le sexe ça leur fait plus d'effet que la plus violente des drogues. Moi je suis un peu dubitatif vis-à-vis de ça, et encore une fois je me dis que c'est une vision vachement masculine du truc quoi, parce que justement, et même dans la manière dont il décrit justement quand Duncan et Myrbella couchent ensemble, je me suis dit d'ailleurs, quand il parle de Myrbella qui a des orgasmes de malade à cause de Duncan et tout, il parle des contractions de son vagin et machin, et je me suis dit, bah lui, il a jamais parlé de clito en fait, depuis tout à l'heure il est sur le vagin, je me suis dit, je crois qu'il est pas au courant que les orgasmes ça vient pas du vagin et que ça vient du clito, et là on se dit non mais bah là en fait oui c'est daté, et je me dis c'est une vision tellement masculine du cul que d'une certaine manière ça m'a dérangé que ce soit les filles qui soient au centre du livre tout le temps, sachant que pour moi c'était des filles qui ne ressemblaient pas à des filles dans leur manière de parler de cul. J'ai un petit malaise par rapport à ça, même si j'ai trouvé que c'était intéressant, que bah voilà ça m'a fait réfléchir, et je suis contente, entre guillemets, qu'il ait partagé sa vision, et je me dis que c'est enrichissant et que c'est pas quelque chose de sale ou de moche ou de dérangeant. Ou en soi, c'est la vision de quelqu'un d'autre, et je pense qu'on a toujours un peu une sensation de perturbation ou d'inadéquation quand on comprend la pensée de quelqu'un d'autre, parce que par définition, c'est pas la nôtre, et donc ça nous dépayse et ça nous perturbe, parce que ça colle pas avec ce que nous on pense, etc. Donc on a une sensation un peu de... Je sais pas, j'allais dire comme si on voyait un tableau de travers ou quelque chose comme ça, quand on a l'impression que les choses sont pas exactement à leur place et qu'on aurait bien envie de les remettre et qu'on sait qu'on peut pas, et que du coup on sent une espèce de malaise, quoi, de truc, on se dit... comme quelque chose qui veut pas s'en aller de notre esprit et qui nous dérange, comme un bourdonnement ou quelque chose qui nous harcèle un peu. Et c'est vraiment ce que ça m'a fait ressentir, dans la manière de dire oui, l'amour c'est qu'une infime partie du sexe. Oui, enfin, on peut dire la même chose dans le sens inverse, le sexe c'est qu'une infime partie de l'amour. Au bout d'un moment, vraiment, toute cette vision, je me suis dit oui, c'est pas que je me dis c'est faux et je vais balancer des contre-arguments. En fait, moi je me dis... Justement, le fait que j'ai lu ça quand j'étais jeune, ça m'a probablement en partie influencé dans le fait que j'ai surestimé le sexe, on va dire, et que j'y ai attaché trop d'importance et que j'ai pensé pouvoir me conditionner avec ça. Alors bon, ça peut marcher dans une certaine mesure, mais ça peut marcher comme si vous vous donnez des... Genre vous vous dites, je fais du sport, je me prends un chocolat, vous allez peut-être réussir à vous conditionner, à vous motiver à faire du sport. Dans cette mesure-là, oui, le sexe peut conditionner, et bien sûr que ça peut vous mettre des compulsions positives sur quelqu'un ou quelque chose comme ça, vous mettre plus de dévotion pour lui ou autre, mais au final, c'est pas du tout évident que avec ça, vous allez être prêt à donner votre vie pour les gens, ou que vous allez être capable de faire tout et n'importe quoi. Enfin, très franchement, c'est beaucoup plus dur de se dépasser, de faire des choses inhabituelles, etc. C'est pas juste parce que vous avez couché avec quelqu'un et qu'il vous en donne l'ordre que vous allez soudainement faire
tout ce qu'il dit. Moi, j'ai vraiment essayé de pousser la dévotion au maximum, que ce soit avec l'amour ou avec le sexe. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es toute seule, ça compte pas. Eux, ils peuvent faire des trucs que tu peux pas imaginer. Non, mais je suis désolée. Au bout d'un moment, les trucs, ça se passe dans le cerveau. C'est les hormones qui font ce que ça nous fait. C'est pas parce que vous touchez tel point ou quoi. Je veux bien croire que la décharge d'hormones, elle sera peut-être un petit peu plus forte. Mais globalement, l'hormone, elle fait un truc précis, qu'elle le fasse un peu plus ou un peu moins, ça va pas changer foncièrement votre esprit en fait. Donc non, moi je crois pas à ça. Alors après vous allez peut-être me dire oui mais c'est une fiction, c'est comme la préscience, c'est comme tout le reste. Tu fais comme si ça existait et tu te dis pas c'est pas réaliste ou quoi, ça n'a pas de sens dans la science-fiction de se dire ça. Ouais mais en même temps comme il nous sous-entend, voilà c'est un pouvoir ancestral, quelque chose qui a toujours été contenu dans l'humanité, en potentiel, etc. Et qu'on nous parle vraiment de l'énergie sexuelle des gens dans la religion et tout. Bon, ça par contre, je me dis que c'est pas complètement faux et que c'est intéressant, même si là encore, je sais pas si ça se limite à ça. Et il y a une partie de moi qui s'est sentie un peu dérangée en se disant, mais ça me semble un peu réducteur, un peu simpliste. Mais en tout cas, je trouve que le rapprochement est intéressant de se dire. L'énergie qui est dans la religion, c'est la même que l'énergie sexuelle. Et en gros, les gens, quand ils sont frustrés sexuellement, ils sont plus sensibles aux religions. Quand les gens sont complètement libérés sexuellement, ils sont moins sensibles aux religions. Et si vous ramenez une religion, les gens vont arrêter d'être libérés sexuellement, etc. Enfin, le côté où ça prend la même énergie, etc. Je me dis oui, dans une certaine mesure. Mais encore une fois, je pense que c'est pas pour rien qu'il existe les deux et que quand les deux sont disponibles, certaines personnes vont choisir un truc plutôt que l'autre, etc. Donc, faut pas non plus tout réduire. Et puis, je veux dire, une des capacités de l'humanité, c'est justement de s'abstraire des contraintes biologiques. Et donc, le fait qu'ils mettent autant l'accent sur le fait que le sexe, c'est lié à la pulsion de reproduction, que même l'amour, ça sert que à la reproduction. Alors, initialement... on pourrait se dire peut-être, mais en même temps, il y a plein d'animaux qui connaissent pas l'amour au sens où nous on le connaît et où ils se reproduisent quand même. Donc je suis désolée, pour moi, c'est pas directement lié. Je pense que l'amour, c'est plutôt quelque chose de social. C'est quelque chose d'ailleurs qui est plus présent aussi chez les animaux sociaux, quoi. Donc je trouve que c'est très réducteur de tout ramener au sexe et de ramener tout le sexe aussi à la reproduction, dans les deux sens. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont semblé des raccourcis un peu tristes. Ça fait révélation d'Ouf Guedin et moi je me dis non, j'y crois plus. Et justement, je me dis ah oui, tout ça, ça a dû m'influencer dans ma jeunesse et ça doit expliquer pourquoi pendant certaines périodes de ma vie, j'ai pu être autant orientée vers certaines choses. Et c'est des choses justement qui, quelque part, sont des normes de la société, du patriarcat ou tout ça, je vais dire, honnêtement, parce que la manière dont on est supposé voir le sexe, justement, c'est quelque chose qui arrange plus les mecs, parce qu'au final, les filles, elles en ont vachement moins besoin, elles sont vachement moins portées là-dessus, et c'est les mecs qui font la promo du sexe à chaque fois en disant que c'est complètement ouf, et que si pour l'instant, pour nous, ça l'a pas été, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon, etc. Et ce livre, c'est ce qu'il dit, grosso modo, même si, évidemment, il dit pas que ça, etc., mais c'est quand même un peu le message sous-entendu, et c'est un peu ça qui me dérange, parce que c'est ce que disent tous les mecs, et ils disent ça pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de coucher avec des filles, c'est tout, enfin, parce que ça les dérangerait quand même que les filles se disent nous le sexe on en a plus rien à foutre et faites ce que vous voulez tout seul mais nous ça nous intéresse pas. Donc je dis pas qu'il y a aucune fille qui est intéressée par ça, mais quand même il y a une majorité de l'intérêt qui est pour le sexe qui est social, parce que les mecs mettent le focus dessus en nous disant vous allez voir ça va être génial, et si vous dites que non, c'est soit parce que vous avez un problème, ou soit parce que le mec que vous avez eu avant, il avait un problème. Bon, par contre, une fois que tu l'auras fait avec eux et que tu kiffes toujours pas, là, ça va venir de toi. Mais bon, du coup, n'empêche que tout ça me dérange un peu, et fait que je me dis que ce livre, il m'a quand même moins fait kiffer que le précédent. Même si on a, comme je vous disais, encore quelques petites révélations de Leto 2 qui avait prévu tout un tas de trucs et qui va nous mettre des petites phrases encore en début de chapitre ou un petit commentaire dans un caveau en dessous du Setchtaber que va trouver Audrad, etc. Donc, qui va prédire que le Bene Gesserit va disparaître si elles se mettent pas à jour rapidement. Voilà, j'aime toujours Leto 2, mais... toute la vision du sexe qu'il y a dans ce livre me fait plus comprendre aussi pourquoi, dans le tome précédent, tout le monde disait ouais, pourquoi tu veux une femme, tu peux même pas baiser. Merde, au bout d'un moment, oui. Du coup, effectivement, ça a l'air quand même de venir de l'auteur d'y accorder une énorme importance. Je trouve ça triste, et moi je pense que si les Bene Gesserit avaient été écrits par une femme,
ça aurait été différent. Et j'aurais aimé savoir ce qu'aurait été le Bene Gesserit écrit par une femme. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes auteur et que vous avez envie de faire des fanfictions sur l'univers de Dune, que vous êtes une femme et que vous avez envie de faire des trucs sur le Bene Gesserit, faites-le parce que je trouve que voilà, il y a trop de visions masculines dans les Bene Gesserit et qui sont pas cohérentes avec ce que sont censés représenter l'ordre, où c'est vraiment que des femmes qui sont toutes reliées en plus avec leurs ancêtres et tout ça, et qui sont supposées être arrivées à une sagesse profonde de tout ce qu'il y a en elles, de physique ou de mental ou quoi que ce soit dans l'être humain, mais féminin quoi. Je pense qu'on serait arrivé sur autre chose, sur tout ce qui a trait au sexe. Même si j'ai pas vraiment de problème avec le fait qu'elles veulent en priorité la survie du Bene Gesserit, j'ai pas vraiment de problème avec la plupart des actions de Audrad ou Taratsa ou autres, mais voilà, la manière de traiter le sexe m'a vraiment dérangée. Et enfin, je dis vraiment, encore une fois, je vous dis, j'ai trouvé que c'était intéressant et tout, mais ça m'a perturbée comme un tableau de travers. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, si vous êtes un mec, vous allez peut-être me dire, mais je vois pas du tout où est le problème. En tout cas, sachez que pour moi, il y en a un, et ne faites pas l'autruche dessus. Prenez conscience que les filles ne pensent pas exactement comme vous, et que c'est intéressant, et qu'il faut qu'on se parle et qu'on se comprenne, et qu'on arrête d'essayer forcément de se matraquer l'un l'autre nos désirs comme si c'était des réalités, de dire aux gens t'es censé être comme ça. Ça rend juste fou quand c'est pas la réalité. Donc écoutez-vous au lieu de vouloir toujours imposer votre point de vue. On va peut-être revenir un peu sinon au livre. Alors la fin, Miles Tegg qui a obtenu le pouvoir de se déplacer hyper vite et en contrepartie qui doit manger énormément. Alors je trouve ça génial et j'adore la scène où il se fait torturer et où il obtient ce pouvoir et où il bute les honorés matriarches et tout. Mais encore une fois, il y a aussi beaucoup dans Dune le fait qu'à chaque fois qu'on torture les gens, ils obtiennent des pouvoirs supplémentaires. Alors ça c'est très cool dans les shonen et tout, mais dans la vraie vie ça marche pas. Moi je peux vous dire que ça fait des années que je souffre et j'ai obtenu aucun super pouvoir, ça m'a pas spécialement amélioré mon intelligence et tout, au contraire. Ça m'a énormément fait perdre tout quoi. Le fait de souffrir ça empêche de dormir etc, donc ça défonce la mémoire. Enfin réellement moi j'ai perdu physiquement et mentalement en partie à cause de la souffrance physique. Donc c'est bien joli pour remonter le moral des gens, de leur dire si vous souffrez vous obtiendrez des super pouvoirs, mais ce n'est pas la réalité. Au bout d'un moment il faut peut-être redescendre sur terre et voilà. Donc je tenais quand même à le dire que ça aussi, je me suis dit ah oui c'est classe, ah oui c'est sympa, mais ça devait me plaire quand j'étais jeune et ça a dû contribuer à ce que je sois en mindfuck et que je fasse beaucoup de déni quand je souffrais. Parce que ça nous met hors de la réalité en fait, d'entendre ce genre de mythologie en permanence. Non, c'est pas vrai. Par exemple, si vous souffrez en faisant du sport, oui, ça va vous rendre plus fort, mais si vous souffrez parce que vous êtes malade ou parce que vous faites torturer, je ne pense pas que ça va vous donner des capacités spéciales. Donc bon, l'agonie de l'épice, moi je veux bien y croire, parce qu'encore une fois, on est dans de la science-fiction, vous faites ce que vous voulez, ça fait souffrir, mais ça ouvre l'esprit. Ok, mais alors là, le gars se fait torturer, bon après ça a peut-être un rapport avec la sondeté, on sait pas. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dans Logique et Cohésion, on sait pas, donc on peut dire admettons, mais c'est un admettons. C'est quand même potentiellement problématique qu'il y ait trop d'admettons, même si un petit peu, je pense qu'il y en a partout. Donc Miles Tegg, moi je le trouve super cool, et avec sa super vitesse, ça changeait complètement des pouvoirs qu'on voyait d'habitude, donc ça je trouvais ça vachement bien. Parce que voilà, on était toujours dans la préscience et tout. Bon après il a sa vision seconde qui revient un peu à de la préscience, mais sur le court terme. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Ça m'a beaucoup fait penser au Duralumin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle dans Les Fils des Brumes. Même si c'est un petit peu moins instantané, mais c'est un peu le même principe. Après c'est pareil, à un moment on nous dit maintenant il est même capable de voir les non-vaisseaux parce que son pouvoir a encore augmenté. On est obligé de dire ok, admettons, on sait pas pourquoi. Le mec fait du power-up comme ça, il gagne de l'XP sans rien faire. Je me suis dit encore une fois, ok, tu fais comme tu veux, mais bon, j'aurais préféré qu'il y ait une justification. Parce que là, je vous ai dit les choses dans le désordre. Si vous connaissez pas l'histoire et que vous écoutez mon spoil, vous allez me dire, mais enfin, mais ce que tu racontes n'est pas du tout clair. Alors le livre n'est pas hyper clair, donc ça va être difficile, mais bon. Vaf va sur Rakis, il rencontre Chiana et Audrad, ils vont tous ensemble dans le désert, ils vont découvrir une cache d'épices dans laquelle il va y avoir des messages de Leto 2 qui dit que le Bene Gesserit va disparaître. Ça va faire comprendre à Audrad que il faut faire d'urgence un truc pour qu'ils évoluent, parce que s'ils évoluent pas, ils vont disparaître et que ce serait quand même con. Il y a des honorés matriarches, des Tleilaxu et on sait pas trop, des gens de la dispersion qui viennent pour essayer de tuer, capturer Duncan,
qui s'enfuit du coup avec Lucille et Miles Tegg, qui vont se planquer dans un englobe Harkonnen pendant quelques jours ou semaines, je sais plus. Ensuite, ils ressortent et ils essayent de passer discrètement en se faisant aider par des Bursmali et d'autres gens. Au final, Duncan se fait capturer, Miles Tegg se fait capturer, mais il arrive à défoncer les Honoré Matriarches avec son pouvoir de super vitesse. Lucille et Bursmali arrivent à se faire passer pour une Honoré Matriarche et son client, donc eux ça va, mais ils rejoignent Duncan qui est en train de s'imprégner réciproquement avec, avec Myrbella à la fin. Donc eux ils sont là. Miles Tegg avec sa vision et tous ces trucs va comprendre que il faut, que les Honoré Matriarches vont détruire Arrakis, que du coup il faut sauver un ver et que Chiana va leur servir à sauver un ver vu qu'elle peut les attirer, les manipuler et machin. Donc ils vont arriver sur Arrakis, récupérer Chiana et un ver et quitter Arrakis avant que les Honoré Matriarches explosent Arrakis, sur lequel Miles Tegg sera resté pour faire une diversion. Et donc il s'est sacrifié pour que Chiana, Duncan, le ver et Audrad s'enfuient, et Bursmali aussi. Mais ça c'est moins important. Donc ça finit comme ça. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire que Taratsa était mort sur Arrakis parce qu'il y a des gens aussi qui ont attaqué pour essayer de potentiellement peut-être tuer Chiana ou Audrad ou tout, enfin tuer tout un tas de gens. En tout cas ils n'ont pas réussi, mais Taratsa est morte. Elle a réussi à transférer quand même sa mémoire à Audrad. Donc actuellement c'est Audrad qui est mère supérieure, mais elle se doute que ça va pas durer parce que les gens ne l'aiment pas trop et qui se met fidèle, etc. Donc pour l'instant elle l'est parce que c'est elle qui a la mémoire de Taratsa, mais elle va sûrement être obligée de la refiler à quelqu'un d'autre et de refiler le pouvoir aussi. Donc voilà, en gros, Arrakis va être détruite, un ver sera dans un vaisseau et ce sera le dernier représentant de son espèce. Ah oui, aussi les Tleilaxu, on sait que les cuves axolotls, finalement, c'est des femmes. Je crois que ce sera les femmes Atreides qui pourront produire du mélange, j'en suis pas sûre, mais à la fin, ils nous ont mis des... Enfin, ils nous ont, plus ou moins dit des sous-entendus ou des bribes d'informations qui nous disaient que maintenant qu'ils savent que les cuves axolotls sont des femmes, les Bene Gesserit vont pouvoir potentiellement elles aussi faire du mélange grâce à justement Audrad et d'autres. Donc je crois que ça dépend de la lignée des Atreides, mais je suis pas sûre à 100%. Vav va sûrement être mort. Oui, il est mort aussi sur Arrakis si Arrakis explose. Je crois qu'on l'a pas vu exploser, mais bon. En tout cas, si Arrakis explose, il est mort parce qu'il était dessus. Mais on sait qu'il avait déjà programmé sa résurrection, parce que oui, on sait aussi que les Tleilaxu, eux, contrairement aux Bene Gesserit, c'est pas une question de mémoire seconde, etc. Si ils ont une mémoire du passé, c'est que eux, en gros, ils se réincarnent de Gola en Gola depuis des générations, donc ils ont toujours leur mémoire du début, et ils se suivent, ils se servent des Gola pour se réincarner. Le Duncan aussi a récupéré les mémoires de tous les Duncan précédents, ou en tout cas d'une grande partie. Les Tleilaxu avaient prévu ça. On nous a dit qu'il avait des cellules de plusieurs autres Duncan pour en arriver à ce résultat. Moi, j'accepte qu'on puisse accéder à la mémoire des gens par le biais de la génétique, enfin des gènes quoi, mais du coup qu'un Gola puisse accéder à aux mémoires des autres lui, si il était toujours issu des gènes du premier Duncan, j'y crois pas trop, ça me dérange, mais en admettant qu'ils aient fait une compile de Duncan, je suis pas opposée, mais comment on fait ça en fait ? Parce que l'ADN c'est juste une ADN, donc ça veut dire qu'il a fallu que de Gola en Gola il fasse à chaque fois un clone du clone, on est bien d'accord ? Parce que là, ils ont dit, oui, il a inclus l'ADN de plusieurs Gola dans celui-là. Mais tu peux pas inclure l'ADN de plusieurs personnes dans une personne. Enfin, si tu fais ça, ça fait comme si elle faisait un enfant. Ça fait pas... Après, peut-être que si tu fais comme si elle faisait un enfant, ça revient quand même... Enfin, tu peux quand même accéder à leur mémoire seconde. Ouais, peut-être que c'est pour ça. Ouais, admettons, je sais pas. Est-ce que la mémoire... combien de gènes il faut pour avoir la mémoire d'une personne ? Je pense qu'il en suffit de vraiment pas grand-chose, puisque les révérendes mères accèdent à la mémoire de tous leurs ancêtres. Donc là, on n'est même plus sur une question de gènes, on est sur une question de... Enfin, je sais pas. Après, il y en a qui doivent avoir les mêmes, mais... Je pense que ça n'a aucun sens scientifiquement et que je réfléchis pour rien, mais moi, je bug un peu, là. On sait que Taratsa avait prévu ça depuis le début, on sait pas trop comment. Voilà, les Honoré Matriarches ont fait ça de manière impulsive parce qu'elles voulaient détruire Duncan et Chiana et les Vers, et... J'imagine qu'elles comptent sur les Tleilaxu pour avoir du mélange, du coup, puisque de base, elles étaient allées voir les Tleilaxu pour les soumettre un peu. Et d'ailleurs, Vav avait été sensible à ça, parce qu'il avait testé le truc sexuel avec un danseur visage. Il a tué le danseur visage, mais on sent que... Audrad avait remarqué qu'il était quand même addict, même s'il l'avait tué, qu'il avait envie de réessayer, et que même si pour l'instant il résistait, elle disait en fait il est déjà perdu au fond, quoi. À voir, on verra dans le dernier tome.
En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses floues, et il y a eu beaucoup d'actions, donc sympa. Mais encore une fois, il y a eu des ellipses qui m'ont perturbée, parce qu'on était sur Gameux avec Miles Teg qui avait recruté des hommes et qui disait il y en a une bonne partie qui vont mourir, mais je vais me servir d'eux pour capturer un non-vaisseau. Et le chapitre d'après, on est dans le non-vaisseau qui atterrit sur Rakis. Donc entre-temps, on sait qu'il y a eu des morts, etc. Mais on sait tout ça que par sous-entendu et par petites bribes de dialogue, et on n'a pas vu la scène. Donc bon, des scènes de combat, il y en a eu avec Miles Teg, hein, je dis pas que j'ai pas eu ma dose, mais les ellipses sont toujours aussi bizarres, je trouve. Donc j'aurais préféré qu'il y ait moins d'ellipses et qu'on voit les scènes de grosses bassons pour capturer le non-vaisseau et tout. Et aussi qu'on ait des petites scènes de récapitulatif à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Moi, je sais pas quel livre je vais lire la prochaine fois, mais j'ai hâte de le savoir. Bah, bientôt, peut-être pour la suite de Dune, ou peut-être pour autre chose. Salut!